Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un éditeur Markdown en utilisant Preact et du TypeScript. Alors, je tiens tout de suite à le préciser, si vous n'êtes pas un fan du TypeScript, sachez que j'ai fait la même vidéo en utilisant seulement du JavaScript. Mais je tenais à vous la refaire pour vous montrer comment le TypeScript peut nous permettre de mieux nous organiser au niveau de ce projet-là. Donc, on va créer un éditeur qui, à gauche, présente la version Markdown et à droite, le rendu HTML. Et dès que l'on fait une modification, ça s'affiche en temps réel. On mettra en place des petits boutons permettant un accès rapide à certaines fonctionnalités, et ces fonctionnalités seront aussi accessibles via des raccourcis clavier, CTRL-B ou CTRL-I pour mettre en italique par exemple. On en profitera pour jouer avec l'API Speech Recognition, qui permet automatiquement de dicter des phrases au clavier, et le navigateur se charge de retranscrire ces phrases à l'écrit. Ce qui peut s'avérer plutôt pratique si vous voulez dicter les choses et avoir un premier draft de votre article. Enfin, on finira par la mise en place d'un système de scroll synchronisé. L'objectif, c'est d'avoir le même contenu à gauche et par rapport à celui de droite. Donc on s'arrangera pour que la vitesse de scroll varie et qu'on ait toujours les mêmes contenus à gauche et à droite. Donc ceci étant dit, on est parti. Donc j'ai ici créé un petit dossier, alors c'est vraiment le strict minimum, je me suis juste créé des fichiers de configuration et pour TypeScript j'ai mis cette configuration là, donc je cible de l'ES5 pour les vieux navigateurs et je précise que je vais utiliser JSX et je vais utiliser le factory H, c'est nécessaire pour travailler avec Preact et c'est tout ce dont on va avoir besoin. Donc tout de suite je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler SRC et à l'intérieur je vais créer ma page HTML. Donc cette page va être relativement classique. Je vais simplement avoir une partie head, une partie body. Et au niveau de mon body, je m'imagine avoir quelque chose qui va fonctionner comme ça. Donc on va avoir par exemple notre div container. Et on aura à l'intérieur un text area. Et ce text area aura un nom particulier. Ça servira au niveau du traitement du formulaire. Mais surtout, il aura une classe MDEditor. Automatiquement, mon JavaScript va ensuite détecter ces classes-là et les remplacer par l'éditeur Markdown. Au niveau de ce texte area, juste pour laisser, je vais coller du texte Markdown. Donc là, je fais un coller simple. Voilà, ça ressemble à ça. Si jamais vous avez du Markdown dans votre base de données, pensez à échapper les choses. Parce que si quelqu'un tape une div ou un texte area qui se ferme, ça risque de bloquer votre système. Voilà, donc mon idée, c'est de partir de ça. Alors pour ne pas nous embêter avec toute la partie build et compagnie, je vais utiliser ici parcel. Donc la seule chose que je vais avoir besoin de faire, c'est ici préciser que je vais charger en JavaScript un fichier qui va s'appeler index.tsx, qui sera donc mon point d'entrée. Ce fichier, je vais aller tout de suite le créer, donc index.tsx, et je vais aller importer la fonction h depuis Preact. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'installer Preact au niveau de mon projet. Donc tout de suite, je fais un coup de npm install Preact. Donc Preact, pour fonctionner, il utilise aussi une fonction qui s'appelle render. Et cette fonction, on va devoir lui dire, voilà, je veux que tu rendes ce contenu-là, par exemple une div qui s'appelle salut, et je dois te préciser dans quel élément tu dois le rendre. Le problème, c'est que nous, dans notre index.html, on se retrouve avec un text area. Et dans le cas de Preact, il préfère travailler avec des divs. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de manipulation avant. Donc je vais sélectionner tous les textes area qui sont des MDEditor. Donc je fais un document.querySelectorAll et je vais sélectionner tous les éléments qui ont la classe MDEditor. Je précise aussi que ce sont des textes area, histoire d'être sûr au niveau de mon sélecteur. Ensuite, je vais les parcourir. Et pour aider TypeScript, je vais lui préciser que ça va être une liste de text area elements. Comme ça, au moins, on sait avec quoi on travaille. Ensuite, je vais du coup parcourir chacun de ces text area. Je fais la méthode forEach sur cette liste-là. Et je lui dis que ça sera une fonction qui prendra en paramètre le text area. Et là, par défaut, il me le souligne en rouge parce qu'au niveau de ma configuration, je vais lui préciser que dans les librairies que je vais charger, donc on va rajouter un argument lib et on va lui dire que dans les librairies, on va avoir la librairie DOM qui permet de manipuler le DOM, tout ce qui est ES6, et je vais surtout utiliser le DOM.itérable pour lui dire que les objets de type nodelist sont itérables, ce qui me permet à la fois pour moi, mais aussi à mon IDE, de comprendre que ça c'est possible. Maintenant, je vais utiliser ce text area pour récupérer la valeur. Donc, ça sera textarea.value. Et je vais de la même manière récupérer le nom. Let name égale textarea.getAttribute et je récupère le name. Maintenant que j'ai ces valeurs-là, je peux prendre mon text area,
je vais prendre l'élément parent et ensuite utiliser la méthode replaceChild pour le remplacer. Donc je vais lui dire, je veux que tu remplaces mon textarea par une simple div. Donc cette div là, je vais aller la créer juste avant. Document.createElement et je vais créer une div. Je peux insérer du coup cette div à la place de mon textarea. Et l'avantage, c'est qu'il me reste maintenant plus qu'à utiliser ma méthode render, rendre ma div qui dit salut dans cette nouvelle div qui remplacera mon textarea. Alors par défaut, il souligne ça en rouge parce que le parent node peut être nul dans certains cas. Mais moi, je sais que mon élément a effectivement un parent et aura nécessairement un parent, donc je peux lui préciser quel type on a. Sinon, pour éviter tout problème, j'entoure ça d'une petite condition, en lui disant si effectivement on a un parent, dans ce cas-là, je peux faire le reste du traitement. Et il arrêtera comme ça de râler. Donc pour compiler tout ce JavaScript et tester les choses, comme je l'ai dit, je vais utiliser Parcel. Et histoire qu'on ne soit pas dérangé tout au long de cette vidéo, je vais le faire sur une autre fenêtre et je vais lancer Parcel. Je vais désactiver le cache et je vais lui dire prends le fichier qui se trouve dans le dossier SRC qui s'appelle index.html. Donc j'utilise Parcel parce que automatiquement il va se débrouiller avec ma configuration et il va lancer mon serveur de développement. Donc si je réactualise la page, j'ai bien ici ma div qui affiche salut plutôt que mon textarea. Je vais sortir mon inspecteur et je vais tout mettre sur la même fenêtre, histoire que l'on voit au fur et à mesure ce que l'on fait. Donc moi évidemment, je veux remplacer ça par un éditeur. Donc j'aurai un composant qui s'appellera editor, qui prendra le nom, donc c'est cette variable là-haut, et qui prendra aussi la valeur, donc ça sera value. Et il n'y aura pas de contenu ici, donc je peux automatiquement fermer cet élément-là. Ce composant, je vais aller le créer. Donc, je vais créer un nouveau fichier dans le dossier Components. On va avoir un sous-dossier Editor, parce qu'on pourra peut-être plus tard avoir d'autres composants. Et à l'intérieur, j'y crée un fichier index.tsx. J'importe tout de suite H et Components. Donc ça, on va prendre l'habitude, on le fera tout le temps. From Preact. Ensuite, je peux exporter ma classe. Donc, je lui fais un export default. J'exporte la classe qui va s'appeler Editor. Et cette classe va du coup étendre de la classe component de Preact. Alors cette classe, pour la définir, il lui faut deux interfaces. Il faut lui préciser à quoi ressemblent les props et à quoi ressemble le state. Donc ça, c'est une première différence par rapport à du JavaScript classique. Donc moi, je vais déclarer deux interfaces, et je le ferai systématiquement, qui vont s'appeler eProps et eStats. Et ensuite, ces interfaces-là, je vais les mettre en paramètres. Donc je lui dis, là où tu attends les propriétés, ça ressemblera à eProps, et le state ressemblera à eState. Alors histoire de ne pas me répéter, je vais configurer ce petit template-là au niveau de mon éditeur. Donc tous les éditeurs ont ça en général, mais je vous conseille de le faire, ça peut vous permettre de gagner du temps. Donc moi dans la partie Live Template sur IntelliJ, je vais aller rajouter un template au niveau des utilisateurs, et je vais l'appeler Preact. Et je lui dirai que la variable editor, ici, ça sera la variable classe, et je veux qu'il finisse l'autocomplétion à cet endroit-là. On aura une méthode render systématiquement, et à l'intérieur, on y mettra notre curseur. Donc il sera ici. Donc nous, justement, dans notre cas, on va lui préciser que les propriétés, on s'attend à avoir value, qui sera une chaîne de caractères, et on s'attend à avoir un name, qui sera aussi une chaîne de caractères. Au niveau du state, l'état de notre composant, on va avoir une propriété content qui nous permettra d'avoir le contenu. Maintenant que l'on a ces différentes interfaces, je peux créer la méthode render et on va rendre du virtual DOM. Donc vous pouvez préciser le type de retour, même si lui il le sait, en lui précisant que c'est un élément de type JSX. Comme ça, directement, si vous oubliez un jour de faire un return, il vous le dira. Donc moi, dans ce return, je vais avoir une div qui va avoir la classe MD Editor. Et à l'intérieur, on va avoir trois volets. On va avoir notre toolbar. Donc je vais avoir la même chose, mais je vais mettre _ toolbar. On aura ensuite notre prévisualisation, preview, et on aura notre éditeur. Donc c'est la partie textarea qui nous permettra de modifier les choses. Si on veut que le formulaire puisse continuer à être soumis, il nous faudra quand même avoir un vrai textarea que l'on pourra exploiter. Donc je vais le mettre juste en dessous, textarea. Je vais lui préciser que le nom, ça sera le nom qui sera récupéré dans les propriétés.
Donc l'avantage avec Preact, je crois que React le fait aussi, c'est que là on a les propriétés et là on a le state. Donc nous très simplement on peut lui dire récupère le nom dans les propriétés. Et à cet endroit-là je peux l'utiliser. Et je vais retirer la partie id, calls et row. Et à l'intérieur de mon text area, j'ai besoin de mettre la valeur. La valeur, ça sera content, comme ceci. Et du coup, j'ai besoin de le récupérer depuis le state. Pour que le contenu soit défini dès le début, il faut que dès le constructeur de mon composant, je lui dise, je vais prendre le contenu et je vais le mettre directement dans le state, comme ceci. Content::props.value. Et je dois appeler la méthode parent. Par contre, content n'évoluera pas au fur et à mesure en fonction de la valeur. C'est-à-dire que notre composant, on va l'initialiser en lui passant une valeur, mais après cette valeur ne changera pas. Donc on peut se contenter de faire les choses comme ça. Maintenant qu'on a créé ce composant editor, on va pouvoir l'injecter correctement. Donc à l'intérieur ici, je vais lui dire, je veux que tu importes editor from, et tu l'importeras depuis, donc ça sera le dossier components, et tu prendras le composant editor. Et comme vous le voyez, c'est l'avantage du TypeScript, il me souligne ça en rouge, parce qu'il me dit, parfois ça peut être nul, et ça aussi ça peut être nul. Du coup, il y a une incohérence au niveau des types. Donc à vous de voir comment vous voulez régler le problème. Nous, on précisera que ça peut être nul, ce n'est pas gênant pour le reste de notre exécution. Donc là, si je réactualise, automatiquement, je vois bien que j'ai mon text area, et après j'ai ma div qui est container, et à l'intérieur, j'ai mes différents éléments. Donc ça veut dire que ça fonctionne correctement, et on voit bien qu'on a notre markdown dans ce text area. Alors dans le cas de parcelle, mais c'est général, le hot reload ne va pas se faire correctement parce que mon code n'est pas isomorphique. C'est-à-dire que une fois que je l'ai appliqué, vu qu'il a supprimé le text area, je ne peux pas réappliquer ce code-là. Donc je vais juste mettre quelques petites conditions en lui disant si on a module.hot, dans ce cas-là, je veux que tu recharges entièrement la page. Si vous écrivez ce genre de choses, ça marche normalement avec du TypeScript, mais il faut informer TypeScript de ce type-là. Donc vous lui dites pour éviter tout problème, je veux que tu installes le type webpack-n. Comme ça, il reconnaîtra que module.hot existe et ça évite les problèmes. Autre petit détail, dans votre fonction ici, il râlera toujours parce qu'il ne reconnaîtra pas ces types-là. L'injection ne se fait pas correctement. Donc si vous voulez éviter tout problème, vous lui dites là, je vais avoir quelque chose de type props et là, je vais avoir quelque chose de type eState. Et de la même manière, dans les propriétés, je vais lui préciser que c'est de type eProps. Voilà, je le ferai à l'avenir, comme ça je n'aurai pas de soucis. Et le dernier truc qui râle, c'est ici, le nom, il s'attend systématiquement à avoir une chaîne de caractères et il me dit, parfois c'est nul. Donc je lui dis, sinon tu mets du vide. Et ce text area, je vais le mettre en style displayNone. Parce qu'il servira au traitement du formulaire, mais par contre il ne servira absolument à rien visuellement. On aura cette partie-là qui contiendra l'éditeur. Et pour la partie éditeur, on va utiliser une librairie qui s'appelle CodeMirror. Donc CodeMirror, c'est une librairie qui permet en fait de créer une sorte de petit éditeur avec de la coloration syntaxique. On peut l'utiliser pour plein de langages de programmation et l'avantage, c'est qu'il supporte le Markdown. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Donc je vais faire un coup de npm install CodeMirror. Ensuite, le problème de cette librairie, c'est qu'elle modifie l'HTML. Donc elle va poser des problèmes avec le côté virtual DOM de Preact. Du coup, je vais mettre cet élément dans un composant séparé. Donc je vais avoir un composant CodeMirror. Donc dans ma partie editor, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler CodeMirror.tsx. À l'intérieur, justement, je vais pouvoir utiliser mon template. La classe va s'appeler CodeMirror. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Au niveau des propriétés, on va attendre un contenu. On va appeler ça value. Ça sera une chaîne de caractères. Au niveau du state, pour l'instant, il me semble qu'on ait besoin de rien. Je vais créer une div et lorsque le composant sera monté, donc ça sera la méthode component_didMount, je vais lui dire d'initialiser CodeMirror. Donc si je regarde dans la documentation, et que je descends un petit peu, on m'explique comment ça peut fonctionner. Donc nous, dans notre cas, on va l'utiliser directement comme ça et on lui passera un élément. Donc tout en haut, je commence par importer CodeMirror. Donc j'importe n'importe quoi. Donc j'importe tout as CodeMirror. Donc ça c'est la méthode d'importation pour du TypeScript. Et ensuite, un petit peu plus bas, je lui dis, tu vas créer une variable editor et tu démarres CodeMirror. Tu prendras en premier paramètre l'élément. Donc ça sera notre élément de base, ces divs là. Et ensuite, en second paramètre, un objet d'option.
Donc au niveau des options, on peut lui préciser la valeur. Donc nous, l'avantage, c'est que la valeur, on la récupérera grâce aux props. Donc ça sera this.props.value. Ensuite, le mode, ça sera du Markdown. Le thème, on pourra en préciser un. Donc pour l'instant, on mettra aucun. Le line wrapping, ça veut dire est-ce qu'on doit aller à la ligne si la ligne est trop longue? Oui. Ensuite, on précisera grâce au viewport margin que notre éditeur doit prendre une taille infinie en hauteur. On utilisera notre propre overflow scroll pour pouvoir gérer le scroll justement. Et je vais désactiver le clignotement du curseur parce que à chaque fois que le curseur clignote, ça demande au navigateur de faire quelque chose. Donc en termes de performance, ça a un impact qui n'est pas terrible. Au passage, il souligne tout ça en rouge parce que TypeScript, lui, ne connaît pas CodeMirror. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Je vais installer la déclaration de tips pour CodeMirror ». Comme ça, il arrêtera de râler. Alors, au niveau de mon IDE, il n'a pas l'air de s'être calmé. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va voir si ça génère des problèmes. Et au niveau de mon index.tsx, je vais pouvoir charger ce composant-là. Donc je vais lui dire ici, je veux charger CodeMirror et je veux que tu charges CodeMirror avec comme valeur, la valeur qui sera du coup content. Ou je pourrais lui passer la propriété value. Là, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Je ferme automatiquement CodeMirror et je dois l'importer en haut. Donc je lui dis, tu importes CodeMirror depuis le composant CodeMirror. Pour éviter tout problème, je vais lui préciser que là, tu récupéreras la propriété value et si cette propriété n'existe pas, tu lui renverras simplement une chaîne de caractères. Et je peux simplifier cet appel en haut en lui mettant ceci. Donc si je reviens sur ma page et que je réactualise, on me dit ici que this est undefined parce qu'effectivement ici, j'ai appelé ça CodeMirror. Donc ça crée un conflit avec la classe CodeMirror qui est en haut. Donc je vais renommer ça CodeMirror Component. Et de manière générale, je vais mettre component quand on parle de composants, histoire qu'on n'ait pas de soucis. Et là, il faut que je modifie cet import-là. Ça me permettra de mieux différencier les composants de simples classes. Et il râle à cause du thème, donc temporairement, je vais la désactiver. Et là, on voit que automatiquement, on a bien notre code qui est rendu par CodeMirror. Alors le problème, c'est que c'est pas forcément très joli. Donc on va devoir importer le CSS. Donc je lui demande import depuis le dossier CodeMirror, le fichier CodeMirror.css. De la même manière, je veux que tu importes le thème et on va prendre un thème que j'aime plutôt pas mal qui est Neo. Si j'utilise ce thème-là, ici je lui précise que tu dois utiliser le thème Neo.css. Tout en haut aussi, parce que par défaut il ne va pas correctement fonctionner, je vais lui dire d'importer CodeMirror et je vais prendre le mode Markdown. Markdown et on prendra Markdown. Comme ça, automatiquement, il va savoir que c'est du Markdown. Enfin, je vais aussi importer mon propre CSS pour pouvoir styliser un petit peu les choses. Donc là, ça va se gérer directement au niveau de notre index.tsx. Je vais lui dire, je veux que tu importes le fichier style et on utilisera du SCSS. Tout de suite, je crée ce fichier-là et on va pouvoir styliser notre MD Editor. D'abord, je rajoute un box sizing à border box, histoire que les paddings soient comptés dans les largeurs. Et ensuite, je vais styliser les différents éléments. Donc d'abord, mon MD Editor, je vais le mettre en position relative. Je vais lui donner une hauteur par défaut de 500 pixels, ce qui est pas mal pour pouvoir déjà éditer les choses. Et ensuite, je vais avoir à gauche la partie éditeur. Donc ça sera en position absolue. Top 0, left 0. Et ça aura une largeur de 50% et une hauteur de 100%. Pour le coup, la partie preview sera quasiment identique. Donc je vais la mettre ici aussi. Donc ça sera MD Editor _ preview. Et ensuite, je lui dis pour la partie editor, dans ce cas-là, on aura le left à 0. Pour la partie preview, dans ce cas-là, on aura le right à 0. Ce qui permettra de un petit peu mieux styliser les choses. Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un éditeur. Pour la partie MD Editor, je vais juste lui rajouter des petites bordures en mettant un box shadow. Donc on va avoir une ombre portée de 2 pixels avec de noir avec une opacité de 20%. Donc 0,2. Donc on va mettre du noir avec une opacité de 0,2. Et on va se faire la même chose pour la toolbar. Donc MD Editor _ toolbar. Donc la barre d'outils,
hop, on lui donne le même box shadow. Et à la limite, on précise que tout ça, ça aura une couleur de fond blanche. Voilà. Cette toolbar, on va lui donner une hauteur de 34 pixels. Et on va décaler du coup nos deux éléments de 34 pixels, histoire qu'ils soient sous la toolbar. La toolbar, on va la mettre en position, elle peut être statique, mais on la mettra en position relative pour lui donner un z-index. Donc ça aura un z-index de 3, et le preview et l'éditeur aura un z-index de 2, pour passer sous la toolbar. Enfin, je rajouterai pour ces deux éléments un petit peu de padding, histoire qu'on respire un petit peu. Et la hauteur, ça ne sera plus 100%, mais je peux faire un petit calcul ou lui donner tout simplement comme valeur bottom 0. Comme ça, il s'adaptera. Je rajoute ensuite un overflow à X en hidden. Je veux que tu caches si ça dépasse du côté, mais normalement, vu qu'on avait mis le wrapping, ça devrait aller à la ligne. Et par contre, et c'est ça qui est important, on mettra un overflow Y à scroll, parce qu'on va avoir une scroll bar pour ces deux éléments. Donc si je réactualise, mais ça fonctionne presque bien. On a juste cette partie-là qui prend pas la bonne hauteur, donc c'est le code mirror wrap. Donc pour éviter tout souci, je vais lui dire dans le MD Editor, ouais, on va faire comme ça, je veux que tu prennes l'élément qui a la classe code mirror wrap et tu lui donnes une hauteur de 100%. Voilà, et là on a quelque chose de plutôt correct. À gauche, on a notre partie code mirror et à droite, on devra avoir notre rendu HTML. Donc pour le rendu HTML, on va avoir besoin d'une autre librairie et on va utiliser Marked. Donc Marked, c'est une librairie qui prend l'entrée du Markdown et qui le convertit en HTML et qui a tout un tas d'options. Donc pour éviter de faire ça tout le temps, dès qu'il y a une modification au niveau de notre composant, on va créer un sous-composant preview. Donc tout de suite au niveau de notre dossier, alors je vais essayer de redimensionner ça. Voilà, on va se mettre comme ça. J'ai copié Marked, impeccable. Donc d'abord, on va l'installer. Donc je fais un coup de npm install Marked et j'installe aussi le type, enfin la déclaration de type, histoire que TypeScript sache les différents paramètres. Ensuite, je vais créer mon composant. On va l'appeler Markdown et on lui rajoutera le suffixe component.tsx. C'est un composant Preact. Je vais préciser que la classe, ça sera Markdown Component et elle retournera simplement une div avec le contenu. Donc le contenu, elle aura besoin de le prendre en entrée. Donc elle prendra au niveau des propriétés du Markdown qui sera une chaîne de caractères. On aura une méthode, donc là on peut utiliser un getter, on va l'appeler HTML et cette méthode utilisera la propriété pour retourner la version HTML. Donc on retournera une chaîne de caractères. Et je vais le préciser directement ici. Donc je retournerai le résultat de Marked. Hop. Donc ça sera... donc d'abord je fais un set options. Et à la limite ça je pourrais le faire dès le constructeur. Et ensuite je ferai Marked et je dois lui passer le contenu. Contenu que j'aurai directement dans les propriétés. Donc ça sera this.props.markdown. Marked.setOptions, je vais le faire dès le constructeur. Donc constructor, ça prendra en paramètre les propriétés de type iProps et ça retournera ce truc-là. Si jamais vous n'avez pas de state au niveau de votre composant, vous n'êtes pas obligé de vous embêter, vous pouvez faire ça comme ça. Donc le problème c'est que Marked il ne le connaît pas, donc je vais l'importer. Donc ça sera j'importe tout as Marked from Marked. Impeccable. Après dans les options, le renderer on ne veut pas le changer. Ici, je dois appeler la méthode parente. Mais bon, dans tous les cas, vous pourriez aussi faire ça, hein, ça marcherait aussi bien. Moi, je préfère garder une logique de constructeur, ça me semble un petit peu plus logique. On veut du Markdown version GitHub, on autorise les tableaux, on autorise les sauts de ligne. Donc, s'il y a un saut de ligne ici, simplement comme ça, on le veut. Le Pendentic, c'est pour supporter de vieilles features, on n'en aura pas besoin. Sanitize, oui, on ne veut pas que quelqu'un puisse taper de l'HTML ici. Donc on va le sanitiser et ensuite on garde les autres options par défaut. Maintenant que j'ai ce getter, je peux lui dire ici, dans cette div là, je veux que tu injectes l'HTML. Et tu injectes l'HTML depuis cette propriété là. Donc dans la partie render, je ne vais pas avoir besoin de ces options là. Et il continue de me souligner ça en rouge, c'est l'avantage du TypeScript. Il a détecté que j'avais oublié le retour et il m'a évité une petite erreur. Donc maintenant, dans mon index.tsx, c'est ce composant-là. Je vais pouvoir lui dire,
je vais charger ma preview. Je vais la charger à cet endroit-là. Donc là, on aura notre composant Markdown et à l'intérieur, on lui passera le Markdown qui sera le contenu. Au niveau de mon import, je peux simplement l'appeler Markdown si je veux gagner un petit peu de temps. Donc maintenant, si je réactualise, je vois bien que j'ai le contenu ici. Par contre, ce contenu est échappé. Si on ne veut pas l'échapper, il suffit simplement au niveau de la partie render, plutôt que de mettre directement l'HTML ici qui serait échappé, de la définir via un attribut. C'est grâce à l'attribut dangerously set inner HTML, on précise la valeur HTML et voilà la valeur que tu dois lui donner. Donc ça sera vis.html. Alors c'est une syntaxe qui est volontairement un petit peu pétée pour qu'on fasse gaffe un petit peu à ce que l'on met. Et là, ça va refonctionner correctement. On voit qu'on a bien notre rendu, il met les tableaux, ce genre de choses. Donc c'est impeccable. Alors le souci, c'est qu'on a envie maintenant qu'on modifie quelque chose ici, que ça le modifie à droite. Et là, on rencontre un problème, parce que quand il y a une modification qui est faite, le seul moyen de récupérer la modification, c'est au niveau de notre éditeur. Donc c'est au niveau de code mirror. Donc cette variable éditeur va recevoir un événement change. Et sur cet événement, il récupérera en fonction une propriété et on pourrait récupérer nos informations. Le souci, c'est que notre composant ici doit être informé des changements. Donc au niveau de code mirror component, on va s'imaginer avoir une nouvelle propriété qui va s'appeler onReady. Et cette propriété, ça sera une fonction, un callback, qui prendra en paramètre l'éditeur de code mirror. Donc là, je peux mettre directement editor de code mirror. Et il l'importe comme ça. Ça ne me va pas forcément très bien. On peut le définir comme ça, codemirror.editor. Donc on lui passera en paramètre l'éditeur et cette fonction-là, elle n'aura besoin de rien retourner. Donc on lui dira ça sera un retour void. L'avantage maintenant, c'est que je peux lui dire ici, bon c'est fini, j'ai chargé mon éditeur, donc je vais faire un vis.props.onReady et je vais t'envoyer l'éditeur. Au niveau de notre composant principal, je vais lui dire, je vais avoir du coup au niveau de mon state, mon éditeur, qui sera quelque chose de type codemirror.editor. Et à cet endroit-là, je vais lui dire onReady. Dans le state, je vais te définir l'éditeur. Donc je ferai un vis et j'aurai une méthode setEditor. Cette méthode, je dois la définir. Donc elle va s'appeler setEditor. Je peux même la définir en privé. Et elle prendra en paramètre quelque chose de type codemirror.editor. Et ça sera notre éditeur. Ensuite, elle retournera rien. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera un vis.setState. Elle définira au niveau du state l'éditeur. À cet endroit-là, je vais préciser dès le début que editor est nul. Ce qui veut dire que je dois changer ma définition et lui préciser en haut que editor peut être nul. Donc ça sera soit quelque chose de type editor, soit nul. Alors on peut se demander pourquoi tu ne passerais pas tout simplement le onChange plutôt et tu récupérerais le contenu. Je fais remonter l'éditeur parce que je vais avoir besoin de passer cet éditeur à différentes choses. Par exemple, je vais avoir besoin au niveau de la toolbar de passer l'éditeur aux boutons qui pourront ensuite dire à l'éditeur mets du gras ou mets ce genre de choses. Donc j'ai besoin de l'éditeur à ce niveau-là et c'est pour ça que j'utilise ici cette propriété-là plutôt que d'avoir simplement un onChange. Maintenant que j'ai cet éditeur, je peux écouter les changements ici. Donc je vais lui dire editor.onChange. Tu auras une fonction qui prendra en paramètre l'événement et cette fonction fera un vis.setState. Alors vu que je fais un vis, il faut que j'utilise la fonction fléchée ici. Hop. Tu récupéreras E, qui est une instance de l'éditeur. Tu récupéreras le document. Donc là, c'est l'avantage de TypeScript, il sait exactement de quoi il en retourne, donc j'ai directement les méthodes qui me sont montrées. Et je lui récupérerai la valeur. Donc je lui dirai, je veux que tu changes la valeur de contenu et tu la récupères depuis le document qui est dans CodeMirror. Mais là, il faut faire attention parce que vis fera référence à l'élément sur lequel on a mis les choses. Donc pour éviter tout problème, on va mettre ça, on va peut-être enlever le private et on lui dira c'est une fonction fléchée qui va fonctionner du coup comme ceci. Ce qui permet en fait d'éviter le problème, vis va être correctement défini. Et si j'essaie de taper des choses, automatiquement c'est reflété à cet endroit-là. Alors aussi, si vous voulez améliorer un petit peu les choses, vous pouvez renommer cet élément en editor component. Dire ici, je veux importer juste editor depuis
CodeMirror. Donc là, ça sera la librairie CodeMirror pour la déclaration de type, ce qui permet d'avoir un truc un petit peu plus simple et qui évite de s'y mélanger les pinceaux avec CodeMirror qui est défini ici. Donc là, ça sera Editor et un petit peu plus bas Editor aussi. Après, à vous de voir comment vous voulez déclarer les types. Mais là déjà, on voit qu'on a cette réactualisation qui fonctionne correctement. Et quand je vous le disais, hein, ça échappe bien l'HTML, on le voit ici. Donc maintenant, on va rajouter des petits boutons en haut à gauche. Donc on va rajouter un petit bouton bold et un petit bouton italique. Alors pour les boutons, on va les mettre dans un sous-dossier ici de Editor qu'on va appeler Buttons. Et on peut se dire, plutôt que de nous embêter à créer à chaque fois un nouveau composant, on va créer une classe dont vont hériter tous les boutons. Donc je vais créer un nouveau fichier dans le dossier Buttons et je vais appeler ça Button Component.tsx. Donc à l'intérieur, j'y crée mon composant Preact. Donc au niveau des propriétés, il va avoir besoin de l'éditeur. Donc je lui dirai, tu recevras l'éditeur qui sera de type Editor. Donc automatiquement l'import fonctionne, ce qui est génial. La classe ici, ça va être la classe Button Component. Elle fera un render, mais plutôt que de rendre une div, je vais rendre un bouton. Et à l'intérieur, j'y mettrai l'icône. Mais l'icône va changer d'un bouton à l'autre. Donc je vais me dire, je vais me créer une méthode publique, icône. Et là, par défaut, je lui dirai que cette fonction, elle retourne nulle. Et au niveau du bouton, je peux l'utiliser. Donc cette fonction la changera à chaque fois que l'on aura besoin de changer quelque chose. Si je regarde aussi pour les keymaps, pour pouvoir définir de nouvelles choses, on a une méthode qui s'appelle extraKeys, enfin une option qui s'appelle extraKeys qui permet de redéfinir les raccourcis. Et globalement, on peut les définir de cette manière-là. Donc c'est super pratique. Donc je vais lui dire, je vais t'autoriser à définir une propriété qui va s'appeler shortcut. Et par défaut, cette propriété sera nulle. Je vais te préciser que ça sera de type nul ou chaîne de caractères. Ce raccourci sera utilisé pour déclencher notre action. Donc justement, on a besoin d'une méthode qui permettra de dire exactement ce que l'on aura besoin de faire. Donc sur le bouton, on va lui dire lorsque tu cliques dessus, onClick, je veux que tu lances une fonction qui va s'appeler sobrement onClick. Donc cette fonction, je vais aller tout de suite la définir. Donc ça sera juste ici. Elle sera privée pour le coup et va s'appeler onClick. Pour qu'elle fonctionne correctement avec le bon contexte, je vais lui dire que c'est une fonction fléchée. Elle prendra en paramètre quelque chose de type mouseEvent. Donc ça c'est l'avantage, je peux typer les choses et elle retournera absolument rien. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fera? Elle commencera par annuler le comportement par défaut. Donc là, attention, c'est onClick avec un C majuscule. Et ensuite, elle fera quelque chose sur l'éditeur. Éditeur qu'elle a dans les propriétés. Donc par exemple, on pourra faire un vis.props.editor.getDoc.replaceSelection et faire quelque chose. Mais le problème, c'est que le comportement que l'on va vouloir faire va varier d'un bouton à l'autre. Donc je vais me créer une nouvelle méthode que je vais appeler action et je lui passerai en paramètre l'éditeur. Donc ça sera vis.props.editor. Cette fonction, je vais aller tout de suite la créer. Donc elle va s'appeler action. Elle prendra en paramètre l'éditeur qui sera de type editor et elle ne retournera rien. Cette fonction fera un traitement, mais là par défaut, elle est complètement vide. Maintenant, cette action doit aussi pouvoir être lancée au clavier. Donc je vais lui dire dès que le composant est lancé, je vais utiliser la méthode component.didMount. Je vais lui demander de récupérer l'éditeur depuis les propriétés et je vais lui demander de définir l'option extraKeys. ExtraKeys. Et cette option, elle passera le raccourci. Donc ça sera ici shortcut. Par exemple, ça sera CTRL-B, CTRL-C ou n'importe quoi. Et ça déclenchera une fonction qui déclenchera l'action. Donc ça sera vis.action. Et je lui passe en paramètre l'éditeur. Ce shortcut, il faut quand même vérifier qu'il existe parce que parfois certains composants n'auront pas besoin de raccourci clavier. Donc on fera un if vis.shortcut. Dans ce cas-là, tu vas faire ça. Et dans ce cas-là, tu feras un vis.shortcut. Impeccable. Donc là, ça devrait fonctionner. Maintenant, on va pouvoir créer justement notre vrai composant. Donc je vais créer un bold button component.tsx. Je n'ai pas à m'embêter à créer un composant de type Preact. Je vais simplement lui dire je veux importer
H, donc ça on n'aura pas le choix, c'est pour pouvoir rendre du JSX, from Preact, et ensuite je vais créer ma classe, donc export default, ma classe va s'appeler bold button component, et elle va extend, non pas de Preact component, mais de mon button component. À l'intérieur, je peux définir un shortcut, donc je vais lui dire par exemple le shortcut, ça sera ctrl suivi de B. Ensuite, je peux définir notre icône. Donc ça sera une fonction qui retournera quelque chose de type JSX element. Donc nous ici, on va retourner simplement une span pour l'instant qui contiendra la lettre B. Et ensuite, on va avoir besoin de définir l'action à effectuer, qui prendra en paramètre l'éditeur qui sera de type editor. À l'intérieur, je vais lui dire, tu prends la sélection, donc tu fais editor.getDoc.replaceSelection, et tu vas remplacer la sélection par des étoiles, suivi de la sélection. Donc ça sera editor.getDoc.getSelection. Et ensuite, tu remets deux petites étoiles. Une fois que tu as fini de faire ça, tu refocalises l'éditeur. Voilà. Par contre, il me souligne ça en rouge en me disant que le type est incorrect. Parce que quand j'ai déclaré mon button component, lui, voyant un return nul au niveau de l'icône, pense que ça retourne nul systématiquement. Donc là, je vais lui dire ça retourne nul ou quelque chose de type JSX element. Si je sauvegarde, je n'ai plus de problème. Et là, au niveau de mon système, je vais pouvoir avoir mes petits boutons. Donc au niveau de ma toolbar, donc ça va être dans la partie index.tsx, je vais rajouter mon petit bouton. Donc ça sera un bold button component. Et je vais l'auto-fermer et lui passer l'éditeur. Ce composant-là, je vais avoir besoin de l'importer. Donc tout en haut, je vais lui dire, je veux importer le bold button component depuis le dossier buttons et ensuite ça sera bold button component. Et editor, il sera accessible grâce au state ici. Donc là, je mets editor. Alors par contre, il va me le souligner en rouge parce qu'il va me dire, le problème c'est qu'editor, parfois il peut être nul. Donc si tu lui envoies editor qui est nul, dans mon button component, il va râler. Parce que la propriété doit être impérativement de type editor. Donc il faut lui dire, ne charge la toolbar que lorsque l'éditeur est correctement chargé. Donc là, je vais faire un petit raccourci, je vais lui dire si editor est défini, dans ce cas-là, je veux que tu retournes un tableau contenant l'ensemble des boutons. Et ça permet de régler le problème. Automatiquement ici, je vois bien que j'ai mon petit bouton ici, et à l'intérieur, il me sort l'icône qui est à undefined, alors c'est bizarre. Si je vais sur mon bold button component, ça retourne bien une span, et au niveau de notre button component, dans la méthode render, oui, j'ai oublié d'appeler la méthode icône. Voilà. Et là, on a notre petit bouton qui permet de faire du gras. Si je clique dessus, j'ai bien mon texte qui apparaît en gras et il apparaît en gras ici. Si je veux créer un nouveau bouton, c'est très très simple. Il me suffit de prendre ce fichier-là, de le dupliquer et de l'appeler italic button par exemple. Hop. Je change le raccourci, je mets du CTRL I si je le souhaite, je change l'icône. Je peux même mettre un SVG, par exemple un SVG de font awesome, ça va fonctionner, et je change l'action à effectuer. Hop, et là ça sera simplement une simple quote. Je change le nom aussi de la classe, sinon il va s'y mélanger les pinceaux, et j'ai créé en un instant mon nouveau bouton. Je peux ensuite l'importer, et d'ailleurs si je veux même me simplifier la vie, je peux faire un index.ts. Pour le coup, c'est simplement du TypeScript. Et je vais lui dire, je veux que tu exportes la constante et on va l'appeler bold. Et tu vas l'exporter en utilisant le bold button component. Je veux que tu exportes aussi la constante italique. Et tu vas l'exporter depuis le italic button component. L'avantage, c'est qu'après, c'est beaucoup plus simple d'importer ce fichier-là. Dans mon index.tsx, celui qui contient la toolbar, je peux lui dire simplement, plutôt que de m'embêter à importer individuellement chaque composant, je veux importer bold et italic depuis buttons. Et comme ça, ici, je n'ai plus qu'à mettre bold, italic et tout ce que je souhaite mettre en place. Donc par défaut, tout ça va être absolument énorme parce qu'il me faut faire un peu de style. Donc je vais prendre mon style.css
Et dans la partie toolbar, hop, je vais rajouter des sous-sélections. Donc on va lui dire le bouton, je veux qu'il ait une hauteur de 34 pixels et une largeur de 34 pixels. On va enlever la bordure. On va mettre un background color transparent, histoire de retirer la couleur de fond que le navigateur met par défaut. On va préciser que le curseur sera une petite main et on enlève l'outline, la sorte de halo, parce que c'est pas très joli. Je vais lui dire lorsque l'on appuie sur le bouton ou lorsque l'on passe la souris dessus, je vais changer le background color et mettre un gris très clair. Voilà, c'est juste histoire de donner un petit retour. Pareil pour les SVG, je vais lui préciser une largeur particulière, histoire qu'il soit un petit peu plus petit. Et pour faire correctement l'alignement, on va utiliser un petit axe, c'est pas super sexy, mais bon, je fais un translate Y ici de 3 pixels. Voilà, comme ça c'est un peu mieux centré, ou même 2. Et je vais mettre comme couleur de remplissage du 1D, 1D, 1D. Et pour mon bold button, je vais remplacer cette span là par un SVG. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne s'affiche pas. Alors je regarde au niveau de mon index.tsx, ici il râle, parce qu'effectivement c'est un tableau et je dois lui envoyer plusieurs éléments. Et là maintenant, on a notre bold qui fonctionne et notre italique. Petit problème par contre, c'est que si vous faites un coup de CTRL B, vous voyez que ça me sort ici mon onglet bookmark. Et ça devrait à la place me sortir en fait le bold. C'est tout simplement dû au fait que à chaque fois que je redéfinis dans mon button component cette option-là, il faut que je lui dise récupère quand même les options précédentes. Sinon, à chaque fois, il ne définit qu'un seul raccourci. Donc, je peux utiliser le spread operator et je lui demande dans le props editor de récupérer l'option extra keys. Comme ça, à chaque fois, tu rajoutes de nouvelles clés à cette configuration-là. Ce qui permet maintenant d'avoir à la fois le bold et l'italique. Et il y a peut-être un tout petit souci, c'est que le raccourci, il doit être en minuscule ici. Voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est CTRL en minuscule et CTRL en minuscule. Par contre, le nom de la lettre doit toujours être en majuscule. Donc là, CTRL B, ça met en gras, et CTRL I, ça met en italique. Alors, autre petit détail, on a envie d'avoir un petit bouton pour le plein écran. Donc ce bouton, on va s'inspirer des autres. Donc on va dupliquer le italic button et on va l'appeler le full screen button. Donc ce bouton, il va être légèrement différent. Hop, il va déjà s'appeler full screen button. Ensuite, il ne va pas avoir de raccourci. L'icône, on va mettre une icône légèrement différente. Donc je prends encore une fois de fond à somme. Et ensuite, au niveau de mon action, je vais avoir besoin d'appeler quelque chose. Alors, l'action est différente parce qu'elle n'agit pas sur l'éditeur à proprement parler CodeMirror, mais elle agit sur tout l'éditeur. Moi, au niveau de mon système, donc au niveau de mon index.tsx, je m'imagine insérer ce bouton-là. Donc on le mettra ici, full screen button. Donc je peux le mettre dans ma liste de boutons qui était ici. Donc on va lui dire, je veux que tu exportes la constante full screen égale full screen button component. Voilà, hop. Tout en haut, je vais pouvoir l'utiliser, ou même là, je peux directement lui dire, je vais avoir full screen. Et pour le coup, on peut se dire, ce composant, il n'a pas vraiment besoin de l'éditeur. Il a juste besoin de savoir quand est-ce qu'on appuie dessus. Donc on s'imagine avoir une méthode plutôt full screen, pour lui dire est-ce que déjà, on est en full screen ou non. Donc ça veut dire qu'au niveau du state de ce composant-là, ici, je vais avoir besoin d'avoir full screen qui sera un booléen. Par défaut, ça plante ici, donc je lui précise que full screen est à false. Je peux le récupérer du coup dans les states. À cet endroit-là, je récupère la propriété full screen et je peux ensuite la passer à ce bouton-là. Et sur ce bouton, j'aurai une méthode onClick et lorsque l'on cliquera dessus, je ferai un toggle full screen. Donc je vais appeler la méthode toggle full screen. Alors cette méthode, je vais tout de suite la créer. Donc on descend en bas, on fait toggle full screen. C'est une méthode qui prend en paramètre quelque chose, mais on s'en fiche complètement, qui ne retourne rien. Ou là, je peux même enlever ça, vu que quand on retourne rien, on ne met rien. Et ensuite, je fais un this.setState et je vais lui dire que full screen est égal à différent de this.state.fullscreen. Globalement, je change la valeur de full screen.
Mais par contre, ce composant, du coup, il diffère un petit peu des button components classiques parce qu'il n'a pas besoin de l'éditeur et il a en plus des propriétés en plus. Donc on pourrait se dire, ben là, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui dire, on va avoir une interface qui va s'appeler eProps. Et dans cette interface, on va avoir le full screen. On va lui dire c'est un booléen. Et on va lui dire aussi que l'on aura onClick. OnClick, ça sera une fonction qui ne retournera rien. Et du coup, cette interface, je m'imaginerais bien la passer comme on le faisait avec les composants classiques, la passer comme ça. Ce serait vraiment pratique. Mais on peut déclarer ça justement dans notre button component. Donc dans notre button component, on va lui dire ici que ce composant-là, il prendra d'abord les propriétés. Donc on appellera ça tprops. Et ensuite, il prendra en paramètre le tstate. Comme ceci. Après, je peux passer en fait ce tpropre et ce tstate à notre composant. Par défaut, je vais lui dire que du coup, cette générique tprops, ça sera de type eProps. Et tstate, ça sera de type eState. Et ensuite, tout en bas, je vais lui dire que maintenant, la méthode render sera de type tprops et notre state sera de type tstate. Ça permet de résoudre le problème et l'avantage, c'est que je vais pouvoir redéfinir pour certains composants le type de propriété qu'ils reçoivent. Donc par exemple, je vais lui dire que ce full screen component recevra quelque chose de type eProps. Et automatiquement, ça permettra de remédier au problème. Si maintenant j'essaie de regarder ma page, je réactualise. Donc ça fonctionne correctement et j'ai ce petit bouton full screen. Je vais lui dire que l'icône doit changer de style si jamais on a la propriété full screen qui est définie. Donc je vais récupérer la propriété full screen depuis vis.props. Ensuite, je vais lui dire, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler style par exemple. Et si on a full screen qui est égal à true, dans ce cas-là, on aura un fil qui sera un vert un petit peu sympa. Et dans le cas contraire, on aura simplement une chaîne de caractères vide. Maintenant, au niveau de mon SVG, donc dans mon PAF, je vais lui préciser, je dois appliquer un style particulier et c'est le style de cette variable-là. Comme ça, dès que l'on est en full screen, automatiquement, ça passera au vert. Lorsque l'on va cliquer sur notre bouton, ça sera du coup dans cette action-là, je vais pouvoir lui dire, il faut que tu appelles la méthode parente. Donc ça sera vis.props.onClick et je ne lui passe rien en paramètre. Donc si maintenant je clique ici et que je corrige ici en mettant fil, automatiquement ça prendra la couleur verte quand on cliquera dessus et ça deviendra noir dès qu'on arrêtera de cliquer dessus. L'avantage, c'est que je peux changer le comportement de mon index.tsx ici pour ajouter une classe par exemple à notre MD-éditeur suivant les cas. Donc je vais créer une variable CLS et je vais lui dire que par défaut ça sera à MD-editor. Et je vais lui dire que si on a full screen qui est défini, dans ce cas-là, je vais lui dire que la classe CLS, je rajoute un espace et MD-editor, MD-editor, _ full screen, ou tiré. Voilà, ça c'est mes conventions CSS. Et comme ça, au niveau de cette classe ici, je peux la récupérer dynamiquement. Lorsque cette classe est appliquée, donc ça sera dans le style.css, on changera le comportement de notre éditeur. Donc on va le mettre en position fixed, c'était full screen, et on lui donnera une largeur de 100% et une hauteur de 100% en mettant top 0, bottom 0, right 0. Globalement, il va se mettre un petit peu partout. Dès que je clique ici, on voit qu'il passe en full screen. Par contre, un petit défaut, c'est que lorsque je tape du texte, bon là on n'a pas eu trop de soucis, mais si on passe du mode full screen au mode non full screen, parfois on peut avoir un décalage au niveau des sélections ou ce genre de choses. Parce qu'il faut lui demander de rafraîchir l'éditeur. Donc là on le voit bien, hein. Quand j'ai commencé à taper, ça tapait en bas. On va du coup dire au index.tsx, quand le composant se met à jour, si la valeur de full screen a changé, c'est qu'il y a eu un changement du layout. Et du coup, il faut que tu rafraîchisses l'éditeur CodeMirror, histoire que tu saches un petit peu correctement où sont placées les choses. Donc on va avoir une méthode component did update. Donc elle prend en premier paramètre les props précédentes et ensuite le state précédent. Donc ici, ça sera prev props, qui sera de type du coup eProps. Et ensuite, on aura prev state, qui sera de type eState. Qu'est-ce que l'on veut comparer? On veut comparer le full screen. Le full screen, il est au niveau du state.
Donc on va lui dire if prefState.fullScreen est différent de state, donc ça sera this.state.fullScreen. Dans ce cas-là, on fera un this.state.editor et on lui demandera de refresh. Et ça, on ne le fera que si this.state.editor est défini. Donc on peut, on va mettre une condition. If this.state.editor, dans ce cas-là, on fera un this.state.editor.refresh. Impeccable. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura plus ce type de problème-là. Dès qu'on passera en plein écran, on pourra resélectionner et le curseur se mettra correctement. Si vous voulez séparer les boutons et les mettre à gauche et à droite, vous pouvez séparer cet élément en deux. Vous pourriez avoir une première div qui va avoir la classe toolbar left et ensuite la même div avec toolbar right. Hop. Et là on met classe au lieu de class name parce qu'on n'est pas sur du React, on est sur du Preact. À cet endroit là je vais mettre mes différents boutons, hop, sauf le bouton full screen, et à cet endroit là je mettrai seulement le bouton full screen. Et après avec un peu de CSS on peut faire la magie. On peut même utiliser les flexbox, ça peut nous faire gagner du temps. Donc on va lui dire que pour les toolbars, ça sera en display flex. Et pour la toolbar qui se situe à droite, donc c'était ici, on précisera qu'on aura une margin left à auto. Et hop, on a comme ça le petit bouton à droite plutôt que de l'avoir à gauche. Alors ici, il n'arrête pas de me souligner ça en rouge depuis le début. C'est vrai que je n'ai pas forcément touché parce qu'il me dit il y a un problème, tprops, il n'a pas forcément de propriété editor. Donc je peux lui dire que tprops, c'est quelque chose qui étend de eprops. Comme ça, il sait un petit peu de quoi il en retourne. Et malgré ça, il va continuer à râler en vous disant que le type undefined n'est pas assignable ici. Donc vous allez lui dire que props et state est optionnel. Voilà. Donc là, ça résout ce souci-là et ça arrête de souligner en rouge. On a par contre le full screen button qui devient rouge parce que lui, en fait, il va me dire mais eprops, tu t'attendais à ce qu'il y ait un éditeur nécessairement, il n'y en a pas ici. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les fonctions qui en ont besoin? Donc soit vous passez l'éditeur pour rien, soit vous vous dites bon maintenant l'éditeur c'est optionnel. Mais par contre, ça va créer tout un tas de problèmes. Premièrement, ici, vous devez vérifier est-ce que le shortcut est défini et on a un éditeur. Et de la même manière, vous devez lui dire ici que l'éditeur est optionnel et n'est pas forcément défini. Et vous pouvez, pour simplifier les choses, changer l'export. Donc on va exporter ça non plus par défaut, mais comme ça on peut exporter aussi l'interface. Et cette interface, plutôt que de l'appeler eprops, on va l'appeler buttonprops. L'avantage, c'est que d'autres composants, comme celui-ci, peut dire bon je veux importer le button component, mais je veux aussi importer les propriétés. Comme ça, si jamais j'ai besoin de redéfinir une propriété, je peux lui dire je vais créer cette interface-là et la faire extends du buttonprops. Comme ça, ça permet de résoudre tous les problèmes. Bon, après, il faut que je change du coup le bold button et qu'on importe directement le composant comme ceci. Donc, c'est juste légèrement changé. Mais si jamais vous avez des composants qui peuvent utiliser d'autres interfaces, ça peut être intéressant d'exporter les interfaces pour pouvoir les utiliser en dehors. Et là, on a résolu ce problème-là. Donc si maintenant je reviens ici, ça continue à fonctionner évidemment, j'ai le full screen qui fonctionne. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place l'API Speech Recognition. Donc je vais me baser sur le bold button, je vais l'appeler Speech Button Component. Tout de suite, je vais aller modifier ce composant-là et je vais lui dire, je vais exporter de Speech Button Component. Tout en dessous, je vais modifier le index.ts et tout de suite, je vais exporter une nouvelle constante que je vais appeler speech et je vais l'exporter depuis le speech button component. Ensuite, au niveau de notre système, c'était au niveau de notre index.tsx, je vais lui dire dans les boutons, juste après la partie italique, je vais avoir un nouveau bouton qui va s'appeler speech. Je lui passe en paramètre l'éditeur et après il se chargera du reste. Et je l'importe aussi à cet endroit-là. Donc ce speech button, on va aller tout de suite le modifier. L'icône, je vais la changer pour mettre quelque chose qui ressemble à ça. Je ne vais pas mettre de raccourci clavier. Et par contre, dans l'action, ça va être un petit peu différent parce qu'on va avoir besoin de l'API Speech Recognition. Donc dès le constructeur, je vais créer une nouvelle instance du Speech Recognition.
Donc je vais avoir le constructeur qui prendra en paramètre des propriétés qui seront de type buttonProps. Donc d'où l'intérêt aussi d'exporter les choses. J'appelle la méthode parente et ensuite je vais pouvoir initialiser Speech Recognition. Par contre, ce n'est disponible que sur des navigateurs qui le supportent, notamment Google Chrome. Donc première vérification que je dois faire, c'est vérifier sur Windows, est-ce qu'on a la propriété WebKit Speech Recognition. Est-ce que si on l'a, dans ce cas-là, je peux lui dire, je vais avoir une nouvelle propriété ici, que je vais appeler Recognition, qui sera une instance de type Speech Recognition. Alors, il ne me le propose pas, donc ce que je vais faire, c'est chercher au niveau des types. Donc, je vais aller sur npm, je vais faire @type /speech et voir un petit peu ce que l'on a. Et on a celle-là qui a l'air pas mal, Web Speech API. Donc, je vais aller l'importer, poum. Et ensuite, on va voir si au niveau de mon IDE, Speech Recognition est maintenant défini. Donc dans ce cas-là, on a bien cette propriété-là, et je peux lui dire un this.recognition égale new WebKit Speech Recognition. Je vais lui préciser la langue, donc là on va être dans une langue française. Donc vous pouvez laisser le navigateur choisir si vous voulez un truc multilangue. Ensuite, je vais lui dire qu'on va enregistrer de manière continue. Donc ça permet de ne jamais s'arrêter de parler. Il faudra réappuyer sur le bouton pour l'arrêter. Sinon, dès que vous marquez une pause, automatiquement il stoppe. Et ensuite, on ne veut pas de résultats intermédiaires. Donc on va mettre ça à false. Ça peut être intéressant d'avoir des résultats intermédiaires si vous vouliez mettre une petite barre qui affiche ce qu'il est en train de deviner. Mais nous, on s'en fiche complètement, donc on va juste mettre ça. Par défaut, Speech Recognition, on va dire que ça peut être nul ou undefined. Donc on mettra ici un point d'interrogation. Parce que si l'API n'est pas supportée, Recognition n'existera pas. Autre petit détail, on aura besoin de savoir est-ce qu'on est en train d'écouter ou non. Donc ça veut dire qu'on doit changer le state de ce composant-là. Donc on fera un coup de export. Donc on déclarera une nouvelle interface que l'on va appeler eState. Donc cette interface aura une propriété qui s'appellera listening, qui sera un booléen. Donc on va lui dire c'est un booléen et par défaut on n'est pas en train d'écouter. Donc ici j'en profite pour définir le state et lui dire que par défaut listening sera égal à false. Et à cet endroit-là, donc dans mon button component, je vais lui dire je vais avoir comme propriété buttonProps. Donc ça je garde les propriétés par défaut. Par contre je vais utiliser le eState. Comme ceci. Et en bas, listening, c'est un objet. Hein. Voilà. Donc c'est impeccable. Dès qu'on va cliquer sur le bouton, ça va du coup déclencher cette action-là. Et cette action prend paramètre l'éditeur, ce qui est impeccable parce qu'on va utiliser le replay sélection. Et on va pouvoir écouter notre navigateur. Donc d'abord, je vais lui dire, est-ce qu'on est en train d'écouter? Donc if this.state.listening. Si on est en train d'écouter, je vais lui demander au niveau de la recognition de la stopper. Et ensuite, je lui dirai qu'au niveau du state, on n'est plus en train d'écouter. Donc je définirai listening à false. Ah, il me souligne ça en rouge parce qu'il me dit, mais attention, this.recognition n'est pas forcément défini. Donc je vais rajouter une petite condition en lui disant, if this.recognition est undefined, dans ce cas-là, je return tout simplement. L'avantage, c'est que dans la suite, je sais que recognition est défini et je n'aurai pas de problème. Donc dans le cas contraire, dans mon else, où je peux mettre un return ici, comme ça au moins ça m'évite d'avoir un else en plus, dans ce cas-là, je vais lui demander de lancer l'écoute. Donc je vais faire un this.recognition.start. Et pour informer mon système, je vais changer le state pour lui dire que je suis en train d'écouter, histoire de pouvoir changer par exemple la couleur de l'icône. Maintenant, je vais attendre que mon API Recognition me sorte des résultats. Donc sur Recognition, on a une méthode onResult. Donc cette méthode prend en paramètre un événement de type speech, je ne sais plus quoi. Donc il vous suffit juste de regarder le fichier de définition pour avoir les informations. C'est l'avantage aussi du TypeScript ici. Donc d'abord, je récupère les résultats. Donc je fais let result égale e.results et je récupère le résultat qui a l'index result index.
Ce résultat, j'ai besoin de vérifier est-ce qu'il est final. Donc normalement il l'est vu que on n'a pas le résultat intermédiaire, mais mieux vaut mettre cette condition-là. Donc si le résultat est final, ça veut dire qu'on a notre phrase et que l'on va pouvoir la récupérer. Donc on a plusieurs éléments, on va récupérer le premier élément. Donc on fera un let transcript égale result.item et on récupère l'item à l'index 0. Et on récupère la propriété transcript. Donc le transcript, c'est une simple chaîne de caractères que l'on va pouvoir utiliser dans notre éditeur. Donc on fait editor.getDoc.replace selection et on lui passe en paramètre la transcription de ce qui a été donné. Je vais sauvegarder et je vais peut-être aussi en profiter pour, au niveau de l'icône, avoir le style qui va changer. Donc comme on le faisait, je récupère le listening depuis le state. Ensuite, je vais lui définir la variable style. Par défaut, on va dire si listening est défini, on mettra une couleur rouge pétante. Dans le cas où ce n'est pas défini, dans ce cas-là, on mettra simplement une chaîne de caractères vide. Dans ma partie SVG, je peux redéfinir le style à la volée en utilisant cette nouvelle variable. Donc je vais me placer ici et je vais essayer de parler. Alors le problème c'est que ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas parce que je suis ici sur Firefox et forcément Firefox ne supporte pas cette API-là. Donc ce que je peux faire ici, c'est lui dire au niveau de cet élément icône, lui dire si jamais on n'a rien, c'est-à-dire if this.recognition est undefined, dans ce cas-là, ça veut dire que je ne supporte pas l'API et je peux retourner simplement nul. Et comme ça, cette icône n'apparaîtra pas sur des navigateurs ne supportant pas cette API. J'ouvre donc la même page sur Google Chrome, le micro apparaît ici, il me demande l'autorisation, je l'accepte et j'essaie de parler. Dès que je clique pour stopper, l'icône redevient rouge et automatiquement il m'a affiché les choses ici. Par contre, un petit détail qui me chagrine, c'est qu'il ne met pas la majuscule au début. Il la met si vous mettez un point en fait dans votre phrase et que vous continuez, mais par contre, il ne le met pas par défaut. Donc on va se créer quelques petites méthodes pour nous aider à cet endroit-là, au niveau de notre speech button. On va séparer au maximum le code. Donc on va se créer déjà une première méthode, should capitalize. Donc ça sera une méthode qui ne prendra rien en paramètre, mais par contre qui retournera un booléen pour nous dire si oui ou non on doit mettre en majuscule. Donc on doit mettre en majuscule sous deux conditions, soit on est en début de ligne, soit la ligne précédente terminée par un point. Donc d'abord je récupère la position du curseur grâce à this.props.editor.getCursor. Et là il râle parce que pour lui editor peut parfois être undefined. Donc moi je vais changer l'interface et je vais ici avoir une interface que je vais appeler eProps et lui dire dans le cas du bouton, l'éditeur je sais qu'il est défini. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il est correctement défini et je peux lui passer du coup eProps plutôt que buttonProps. Et je vais plutôt étendre de buttonProps ici. Donc ça permettra de résoudre ce petit problème-là et du coup je dois changer cette propriété-là. Donc tout en haut ici, il me dit que getCursor n'existe pas sur Editor parce que je dois la récupérer sur le document. Donc le curseur, ça me donne un objet, je peux directement regarder le fichier de définition, qui est de type position, qui contient globalement deux propriétés, ch et line. Ch c'est la position, donc là par exemple on est au 10e caractère par rapport à la gauche, et line c'est le numéro de ligne. Donc globalement je dois capitaliser si le ch est égal à 0. Donc je vais lui dire ici, return cursor.ch est égal à 0. Maintenant, je vais aussi créer une autre méthode, capitalize, qui prendra en paramètre une chaîne de caractères et qui retournera une chaîne de caractères en mettant en fait la première lettre en majuscule. Je me crée une méthode juste parce que voilà, pour le faire, c'est toujours un petit peu chiant en JavaScript. On prend le caractère en premier et on fait un to uppercase pour le mettre en majuscule. Et ensuite, je prends la chaîne de caractères et je retire le premier caractère. Voilà. Maintenant, l'avantage, c'est que dans cette partie action, lorsque je récupère le transcript, je peux lui dire if should capitalize. Dans ce cas-là, je vais lui demander de faire un transcript égale this.capitalize et je lui passe le transcript. Voilà. Alors, je vais faire tout de suite un petit essai. Je vais revenir au niveau de mon IDE, enfin de mon éditeur ici. Et j'essaie de dicter une petite phrase. Et automatiquement, il a bien mis ça. J'essaie de mettre un point là.
Et si je me mets à dicter, il devrait me mettre une majuscule ici. Donc il y a ce second cas à gérer. Donc dans cette méthode should capitalize, je vais récupérer la phrase précédente. Donc on va l'appeler sentence. Et globalement, on va pouvoir utiliser la méthode getDoc et on utilisera la méthode getRange. Donc ça prend en premier paramètre une position et en second paramètre une position. Donc on va aller ici au début de la ligne. Donc le début de la ligne, ça sera un objet de type position qui prendra du coup en paramètre une line et un ch. Donc le caractère, on va au début de la ligne et la ligne, on la récupère depuis le curseur. Voilà. En second paramètre, je lui passe la position actuelle du curseur. Donc ça permet de résoudre les problèmes comme vous le voyez. Si ce n'est ici que j'ai mis la virgule au mauvais endroit. Et dans mon cas, par exemple, si je suis... alors on va se dire ici, il faut que je trim, que je retire les espaces. Donc on va utiliser la méthode trim. Et je vais lui demander, est-ce que ça termine par un point? Si ça termine par un point, effectivement, on doit capitaliser. Donc ici, on va juste faire ça et mettre plutôt une condition si le curseur est égal à 0 ou notre sentence finit par un point. Je reviens au niveau de mon éditeur, je fais un test ici et il a bien mis la majuscule. Impeccable, on a géré maintenant la capitalisation. Alors mon éditeur me souligne ça en jaune parce qu'il me dit qu'ici, vu que je n'utilise aucun paramètre, je pourrais avoir cette méthode en statique. Mais bon, je la laisse comme ça. Pour l'instant, elle est très bien là où elle est et comme elle est. Donc dernière chose qui nous reste à faire, c'est de gérer la synchronisation du scroll. Alors la synchronisation du scroll, c'est un problème qui peut paraître simple au premier abord. Alors d'ailleurs, je vois que la hauteur de mon éditeur ne prend pas toute la hauteur de la fenêtre. Viteuf, avant de passer à la partie scroll, je vais changer que dans la partie full screen, on redéfinit la hauteur à 100%. Donc comme je le disais, le problème du scroll, c'est que si je scroll à 50%, on pourrait se dire, bon ben scroll à 50% ici aussi. Mais le problème, c'est que ça ne correspondrait pas vraiment. On voit que, par exemple, notre titre Logstash est un petit peu plus haut. Donc on a une différence de scroll à appliquer. Donc l'idée pour remédier à ce problème-là, c'est de se dire on va décomposer notre contenu sous forme de sections. Et on va utiliser les titres comme délimiteurs. L'avantage des titres, c'est qu'il y en a le même nombre à droite et à gauche. Et en plus, au niveau de notre inspecteur ici, ils ont une classe bien particulière, ce qui nous permettra de les récupérer facilement. Donc ces titres-là, ils vont nous servir en fait de point de repère. On va le dire, on a une première section ici, une seconde section ici, une troisième là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque je scrolle, je vais détecter la position du scroll par rapport à la section. Je vais lui dire, par exemple, il est à 50% ici de la première section ou 50% de la deuxième. Côté droite, j'aurai plus qu'à trouver la même section et lui dire scroll à 50% de la seconde section. Donc il scrollera 50% ici. Ce qui permettra de donner une correspondance entre le scroll de gauche et le scroll de droite. Alors tout ça, ça veut dire qu'il va falloir faire pas mal de calculs. Alors plutôt que de les faire dans un composant, ce qui risque d'être un petit peu compliqué, on va se créer une classe séparée, générique, pour calculer les positions des sections. Donc au niveau de mon éditeur, on va avoir un nouveau dossier. Donc je vais l'appeler, on va le mettre dans Editor. C'est spécifique, donc pour l'instant on va le mettre dans Editor. Et on va l'appeler sectionsgenerator.ts. Et l'avantage du TypeScript, c'est que on va pouvoir définir les interfaces et le fonctionnement des classes avant même de continuer. Ce qui permettra de nous assurer que notre code fonctionne correctement. Au moins en termes de type, on sait qu'on sera correct. Alors on va définir le fonctionnement générique. On va avoir une classe que l'on va exporter. Et on ne va pas l'exporter par défaut, on va l'exporter comme ça. Parce qu'on va pouvoir exporter aussi des définitions. Donc cette classe, elle va avoir besoin déjà de calculer les différentes sections pour un élément en particulier. Donc on va avoir une méthode statique, fromElement. Elle prendra en paramètre un élément HTML et elle retournera des sections. Alors ces sections, comment on va les définir? Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir utiliser les interfaces ou les types. Donc globalement, on va avoir une section qui sera un tableau composé de tableaux de taille 2. Par exemple, on va lui dire, la première section, ça sera 0, et ensuite, le premier titre apparaît vers 1200 ou je ne sais quoi. La seconde section, c'est 1200, 1500, ensuite 1500, 3000, et ainsi de suite, ainsi de suite. On aura quelque chose qui ressemblera à ça, 0,1200. Ensuite,
1200, 1500. Et ça sera hop, un tableau qui ressemblera à ça. Donc ça veut dire que je vais avoir un type, que je vais appeler iSection. Et ce type, ça sera un tableau contenant en premier paramètre un nombre, enfin en premier un nombre et en second un nombre. J'aurai ensuite mon type iSection avec un S, qui sera un tableau de section. Là, j'ai défini comme ça mes différents types. Si j'en ai besoin en dehors, je pourrais les exporter. Ou même, je vais les exporter proactivement, comme ça au moins, on pourra les réutiliser. Donc cette méthode-là retournera du coup une liste de sections. Et j'ai plus qu'à écrire le code. Autre méthode utile, c'est que lorsque je scrolle, j'ai besoin de savoir où je suis et dans quelle section je suis. Donc on va avoir une méthode statique, getIndex, qui prendra en premier paramètre l'offset ou le scroll. On va l'appeler Y pour être ultra générique, ça sera un nombre. Et en second paramètre, ça prendra une liste de sections. Donc ça sera quelque chose de type iSection. Alors j'ai appelé ça i, c'est vrai que normalement on devrait appeler ça section type, mais j'aime bien i, ça fait plus penser à une interface, donc c'est plus sympa. Et ça nous retournera du coup un nombre. Enfin, la fonction finale, et c'est celle-là que l'on utilisera dans notre application finale, elle devra prendre la position en y. Donc je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Donc ça prendra la position en y. Ça prendra en premier paramètre la section qui sert de source. Donc on va l'appeler source section. Et ça prendra en second paramètre le target sections. Et ça nous retournera un nombre qui est la valeur de scroll à appliquer à droite. Donc si par exemple j'ai scrollé ici, je vais lui donner la valeur en Y. Il déterminera que j'ai scrollé à 50% de la première section, donc dans la partie source section. Il reportera ce 50% dans la target section en trouvant la même section et il nous retournera le scroll final à appliquer. Donc là, on va l'appeler getScroll Y ou getScrollTop. Bon, je ne suis pas très inspiré. Et pour l'instant, tout ça est souligné en rouge parce que je n'ai pas implémenté ces méthodes-là. Donc il ne me reste plus qu'à écrire le code. Alors première chose que je dois faire, c'est récupérer tous les éléments qui correspondent dans mon élément. Donc je vais avoir besoin de créer les sélecteurs. Je vais les créer en amont ici. Donc je vais créer une nouvelle propriété selector qui va être un tableau de chaîne de caractères. Ce tableau, je vais le remplir en lui disant tu vas aller de i à 1 à i strictement inférieur à 6, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, h1, h2, h3, h5, i++. Ensuite, je prends mon tableau de sélecteur et je lui dis de push h suivi de la valeur de i. Et comme je vous l'avais dit, on a aussi la possibilité d'avoir comme sélecteur .cm-header-i. Voilà, ça sera côté code mirror. Et je mets des backticks, sinon il va pas comprendre la concaténation. Maintenant, à cet endroit-là, je peux lui dire let titles égale element.querySelectorAll et je vais sélectionner tous les éléments qui correspondent à mon sélecteur. Donc je fais un selectors.join et je join par une virgule. Pour indiquer à mon éditeur de quoi il en retourne, je vais lui dire que ça me retournera une liste d'éléments de type HTML element. Parce qu'il y a plein d'éléments dont je ne peux pas lui dire c'est des H1 ou des H2. Voilà, je lui dis simplement ce sont des éléments HTML. Ensuite, je lui indique que le point de départ, on va appeler ça start, ça sera 0. Maintenant, je vais construire mon tableau de section. Donc je vais créer une nouvelle variable et je vais lui dire c'est une variable de type iSection avec un S. Et pour l'instant, ça sera un tableau. Maintenant, je vais parcourir l'ensemble de mes titres. Donc titles.forEach, ça prendra en paramètre les titres. Et je me dis, est-ce qu'on va avoir besoin du vis? Ouais, donc on va faire ça. Donc title, ça sera quelque chose de type HTML element. Donc pour créer ma section, je peux être tenté de faire un section.push. Je lui passe la valeur de démarrage, donc ça sera 0 ici, et je récupère le offset top de mon élément. Et ensuite, je change la nouvelle valeur de start en faisant start égale title.offsetTop. Donc plutôt que de me répéter, je vais extraire ça dans une variable que je vais appeler offsetTop. Une fois que j'ai fini, il faut que je retourne quand même la dernière section qui va jusqu'au bout de mon élément. Donc,
Et pour le coup, je récupère scroll 8. Donc je lui dis à la fin, dans les sections, je veux que tu pushes une dernière section qui prendra comme point de démarrage le dernier point que tu as atteint et qui prendra comme point final la fin de mon élément. Donc ça sera element.scroll8. Encore une fois, là on sait que notre code est bon parce que le typage fonctionne correctement. Et à la fin, je retourne la partie de section. Alors la logique peut être incorrecte, ça je suis d'accord, mais en tout cas on sait qu'on n'a pas d'erreur de syntaxe ou de type particulier. Donc déjà on va tester cette fonction là. Et ici je vais mettre des return 0, sinon mon compilateur il va me dire qu'il y a des problèmes. Donc au niveau de mon index.tsx, mon composant principal, je vais lui dire, hop là j'ai pas ouvert le bon, c'était ici. Je vais lui dire que lorsqu'on a un update, je vais recalculer les sections. Pour l'instant, je vais mettre temporairement le code ici. Donc, je fais un section generator, point from element, et je vais lui passer comme element this.base.querySelector, et je vais sélectionner l'élément qui a la classe mdEditor __ editor. Il va me souligner ça en rouge en me disant que par défaut, ça peut être égal à nul, et ce n'est pas de type HTML element du coup. Mais dans mon cas, je sais que cet élément existe nécessairement, donc ce n'est jamais nul. Donc je vais lui dire, ça c'est quelque chose de type HTML element. Je sais que ça ne sera jamais nul. Donc si je réactualise ma page, alors j'ai rien dans ma console parce qu'effectivement, si je ne console pas ça, on va faire let section, hop, et ensuite console.log de section. Si je regarde mon tableau, j'obtiens des résultats qui sont incorrects. Le problème, c'est que sur ce titre-là, cet élément-là est en position... il n'y a pas de position particulière, mais par contre, cet élément est en position, si on cherche à PPP, OP, il est en position relative. Du coup, en fait, quand on calcule l'offset top, il est calculé par rapport à cet élément-là. Et nous, on a envie de le calculer par rapport à l'élément qui est l'élément parent, qui est en overflow Y en scroll. Donc il va falloir faire une petite fonction récursive qui récupère le scroll top jusqu'à remonter jusqu'à l'élément parent. Donc pour cela, je vais dans ma méthode section generator. Donc c'est ce que je vous disais, ça ne vous empêche pas de faire des erreurs de logique, le TypeScript. Je vais avoir une méthode statique. Donc pareil, ça pourrait être intéressant de la séparer dans une classe différente, vu que c'est un helper plus qu'une méthode liée à ça. Mais vu que pour l'instant, je n'en ai besoin qu'ici, je vais la mettre à cet endroit-là. Donc cette méthode, elle prendra en paramètre l'élément sur lequel je souhaite calculer le offset top. Elle prend en second paramètre l'élément qui est l'élément cible. Donc nous, ça sera notre mdEditor. Et après, ça prend un accumulateur qui permet de savoir où on en est. Et enfin, ça retournera un nombre. Donc je lui dis, si l'élément est égal à la cible, dans ce cas-là, tu return la valeur de l'accumulateur. Dans le cas contraire, tu appelles cette fonction récursivement en faisant un this.offsetTop. Je te passe l'élément qui est l'offset parent. Je te passe en second paramètre la target. Donc ça, elle ne changera pas. Et l'accumulateur, tu l'incrémentes à partir de l'offset top de l'élément en cours. Seul petit souci, on a une erreur à cet endroit-là, c'est que parfois le offset top, il me dit, est de type element et pas forcément de type HTML element. Moi, je sais que c'est de type HTML element. Donc pareil, comme tout à l'heure, je le force. Et là, comme ça, je peux remplacer ce calcul ici en lui disant, plutôt que de le calculer de cette manière-là, on va le calculer de cette manière-là, avec cette petite fonction récursive. Je dois par contre lui passer la cible, et la cible, c'est l'élément qui est passé en paramètre de cette fonction-là. Si je sauvegarde et que je re-regarde au niveau de ma page, en sortant mon inspecteur, je vais tomber sur des valeurs qui semblent beaucoup plus naturelles, en tout cas beaucoup plus justes. Et là, j'ai fait ce travail-là, donc il ne me reste plus qu'à implémenter les autres méthodes. Elles sont relativement simples pour le coup. Donc pour trouver l'index qui correspond au scroll, il me suffit simplement de faire la méthode findIndex. Donc je lui demande de parcourir l'ensemble des sections et je veux que tu me donnes l'index de la section où mon scroll est dedans. Donc je vais avoir une fonction qui prendra en paramètre chaque section individuellement et elle retournera true si la position en Y est supérieure ou égale au point de démarrage de la section, donc ça sera section 0, et en plus Y doit être inférieur ou égal au point de fin de ma section. Et ça me retournera nécessairement un index.
Maintenant, celle-là est un poil plus compliquée. D'abord, je vais récupérer l'index. L'avantage, c'est que j'ai séparé. Ou même, ouais, on va laisser les fonctions séparées. On pourrait se dire, je vais mettre ce code-là ici, mais au moins avec du code bien séparé, on s'y retrouve. Donc ça a besoin de la position en Y et de la source section. Parce que j'ai besoin de calculer l'index par rapport au point de départ. Maintenant que j'ai cet index, je vais récupérer la section source. Donc on va l'appeler source section égale section source et on récupère l'index. Maintenant que j'ai cet index, je peux récupérer la source. Donc ça sera source section et je récupère la section qui correspond à cet index. Je calcule le pourcentage de scroll au sein de cette section-là. Donc on va appeler ça percentage et ça sera un float du coup. Je récupère la position en Y et je retire la position de départ, section 0. Source 0. Et ça, je le divise par la hauteur de ma section. Donc ça sera source 1 moins source 0. Maintenant que j'ai ce pourcentage, il suffit simplement que je le reporte sur la section de destination. Donc je crée une variable target qui sera égale à target sections et je récupère la section au même index. Et après, il me suffit simplement de retourner le point de départ de cette section-là, donc ça sera target 0, auquel je rajoute la hauteur, donc ça sera target 1 moins target 0, et je dois multiplier ça par le pourcentage. Donc si je suis à 0,5, la moitié de ma source, il faut que j'aille à la moitié de ma destination. Voilà. Maintenant que tout ça c'est défini, je vais pouvoir l'appliquer au niveau de mon index.tsx. Donc à cet endroit-là, on peut être tenté de se dire, dès qu'on va scroller, je vais calculer les sections et faire tous mes calculs. Le problème, c'est que si on fait ça, ça va avoir un impact assez important sur les performances. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt avoir une propriété qui va être privée, qui va s'appeler section avec un S, et par défaut, elle sera nulle. Et cette propriété, elle sera justement de type iSection avec un S ou nul. Maintenant, dès qu'on fait un component didUpdate, je vais lui dire si le contenu a changé. Donc on va lui dire hop, if prevState.content est différent de this.state.content, dans ce cas-là, je veux que tu redéfinisses les sections à nul. Tu les réinitialises. Ensuite, je vais me créer une méthode getSection qui me permettra de récupérer les différentes sections. Donc cette méthode ne prendra rien en paramètre, mais retournera quelque chose de type iSection avec un S. Ce qu'elle fera, c'est simplement, elle va vérifier est-ce que section est définie. Donc if this.section est égal à nul, dans ce cas-là, ça veut dire que je dois faire le calcul. Et je vais le faire en utilisant le générateur. Dans le cas contraire, je peux me contenter de retourner this.section. Alors le problème de mon système, c'est que j'ai deux calculs de section à faire. La partie preview, mais aussi la partie éditeur. Donc plutôt que d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, je vais avoir plutôt quelque chose qui prendra en clé le type. Par exemple, on aura editor, et ça sera une liste de sections. Et on aura la même chose pour la partie, comment c'était la partie preview. Et ça prendra aussi de type iSection. Du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une interface ici. On va l'appeler editor sections. Et à l'intérieur, je vais lui dire on aura editor qui sera de type iSection et on aura preview qui sera de type iSection aussi. Voilà, comme ça, ça élimine les problèmes et je peux utiliser ça. Donc au moment où j'ai besoin de récupérer l'ensemble des sections, là je vais faire les calculs. Donc je vais lui dire tu vas faire un this.section avec un S. Tu retourneras l'éditeur et la preview. Et ces deux informations-là, tu peux les calculer grâce au section generator. Donc tu utiliseras le section generator et tu utiliseras la méthode fromElement. Je te passerai en paramètre l'élément, donc à chaque fois, ce sera un query selector et tu prendras le mdEditor _ preview ou le mdEditor _ editor. Et ça, je sais nécessairement que ça existe et ça sera de type HTML element. Et après, je le retourne. Et là, dans le type de retour, ça sera quelque chose systématiquement de type editor section. Maintenant que j'ai tout ça, il me reste juste qu'à implémenter le scroll. Donc dans la partie render, hop, elle est où? Ici. Je vais lui dire lorsque l'on scrolle sur cet élément-là ou cet élément-là, je vais appliquer la méthode
onScroll. Donc je fais vis.onScroll. Par contre, il faut que je sache sur quel élément je suis. Donc là, on a deux solutions. Soit vous lui passez directement dans la méthode, donc pour la construire, vous lui passez le type de truc, ou vous allez utiliser le e.target, donc la cible de votre événement, pour savoir sur quel élément vous êtes. Moi, je vais plutôt me baser sur la cible de l'élément, c'est un petit peu plus simple. Donc on va avoir une méthode ici onScroll. Cette méthode prendra en paramètre l'événement qui sera de type scroll. Non, ça n'existe pas le scroll event. Qu'est-ce qu'il attend lui dans le onScroll? De type UI event handler. Et le UI event handler, il prend quelque chose de type UI event. Ok. Donc ce sera quelque chose de type UI event. Et cette méthode ne retournera rien, elle se contentera simplement de faire un petit traitement. Alors dans cette méthode onScroll, j'aurai besoin de récupérer cet élément-là et cet élément-là. Plutôt que de m'embêter à réutiliser le query selector dans la partie onScroll, qui va être lancé très très fréquemment, ce qui n'est pas forcément optimal, je me dis ça peut être intéressant d'avoir directement deux propriétés qu'on va appeler $editor, qui sera du coup un truc de type HTML element. Et tout ça c'est en privé parce que j'en aurai pas besoin depuis l'extérieur de manière générale. Mais c'est vrai que dans les composants, on a pris l'habitude de jamais rien préciser. Et ensuite, je crée preview. Donc ça sera aussi de type HTML element. Et ces deux valeurs-là ne sont pas définies par défaut. Donc on met un point d'interrogation ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu les mettre là. On va les mettre tout en haut et on va les mettre en private. Voilà, de manière générale, comme je vous le disais, vous n'appelez jamais le composant depuis l'extérieur. Donc techniquement, vous pourriez tout mettre en privé. Si ce n'est le constructeur et la méthode render et component didUpdate parce que ce sont des méthodes qui sont liées au composant. Voilà, donc celle-là, elle part en privé aussi, en privé aussi et en privé aussi. Et pour respecter l'ordre, les méthodes privées sont en dernier. Donc dans la partie component didUpdate, on lui dira à chaque fois qu'on a une update, tu vas utiliser les query selector pour récupérer ces deux éléments-là. Donc plutôt que de m'embêter, ici je vais lui dire $editor égale visBase query selector mdEditor et $preview égale ce truc là. Et ça, je sais que c'est systématiquement défini, donc je sais que ce sont des HTML elements. Ou même, je peux même être plus précis et lui dire que c'est des HTML div elements. Et c'est directement dans vis. Je mets des $ pour différencier les variables qui sont simples des variables qui sont des éléments HTML. Ensuite, un petit peu plus bas, ça me permet d'éviter de faire le query selector ici. Donc je peux lui dire ici, tu récupéreras editor et preview. Et pas besoin de lui préciser le type du coup, parce qu'il sait que ce seront des trucs de type HTML element. Et je dois mettre comme condition seulement si editor et preview est défini. Parce que par défaut, ça peut être un undefined. Et si ça, ce n'est pas défini, hop, je peux en profiter aussi pour faire un vis.section égale ça sera un tableau avec editor qui sera un tableau vide, hop, et preview qui sera un tableau vide. Comme ça, quoi qu'il arrive, on retournera quelque chose de type editor section. Donc sur la partie onScroll, j'ai besoin de savoir sur quel élément on est. Donc je vais lui dire let section égale vis égale e.target. Est-ce que c'est égal à vis.$editor? Si c'est égal à editor, dans ce cas-là, section sera égal à editor. Dans le cas contraire, ça sera égal à preview. Et ça, je me dis d'ailleurs, je vais le renommer source. Et ensuite, je peux créer une variable target. Et ça sera la même chose, mais en inversé. Donc on va lui dire si source est égal à editor. Dans ce cas-là, il faudra que ça ait comme valeur preview. Et dans le cas contraire, ça aura la valeur editor. Et enfin, je finis par des variables source qui sera l'élément cible, donc ça sera e.target, et l'élément target qui dépendra un petit peu de qu'est-ce qui est ciblé. Donc si e.target c'est égal à vis.$editor, donc je suis en train de scroller l'editor, dans ce cas-là la cible c'est preview, et dans le cas contraire c'est tout simplement editor. Bon, ça fait quand même quelques variables, mais maintenant qu'on a les choses, on va pouvoir avancer. Donc ce qu'il me faut faire, c'est calculer la position en Y. Donc pour cela, dans le section generator, on avait la méthode getScrollTop. Vous voyez d'ailleurs, je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc dans le section generator, cette méthode statique, elle est en privé. Et getIndex, elle est en privé aussi. Hop.
Comme ça me permet de ne voir à l'extérieur que les méthodes qui me sont essentielles et pas les autres. Donc le premier paramètre, c'est un nombre qui doit être la position du scroll. Donc, je peux le récupérer grâce à la source, donc ce sera source.scrollTop. En second paramètre, je dois lui passer les sections sources. Donc je peux récupérer les sections grâce à la méthode getSection et je récupérerai d'après l'index qui sera ici soit source, soit cible. Donc d'abord, je dois lui envoyer la source et ensuite, je lui envoie la cible, comme ceci. Ça me donne du coup une valeur qui est la valeur du scroll top que je vais devoir appliquer. Cette valeur-là, je peux ensuite l'appliquer à mon dest. Donc en lui disant $target.scrollTop égale scrollTop. Et comme ça, mon élément va scroller. Alors ici, il me souligne ça en rouge parce qu'il me dit quoi? J'ai 3 arguments d'attendu et j'en ai eu 4. Effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Il me souligne ça en rouge parce que scrollTop n'existe pas forcément sur quelque chose de type event_target. Donc event.target, je vais l'extraire dans une variable. Donc je vais l'extraire et je vais lui préciser que c'est une variable que l'on va appeler event_target. Et ça me permet de lui préciser que c'est bien un HTML élément pour qu'il arrête de paniquer, ou même HTML div element, j'en suis sûr. Et à cet endroit-là, il me dit quoi? Que ça a un type any, parce qu'il ne comprend pas trop que le source dynamique ici peut être deviné. Donc soit vous précisez le type manuellement ici, soit vous allez un petit peu plus loin à cet endroit-là et vous lui dites que quand on reçoit une clé sous forme de chaîne de caractères, ça renverra forcément une section. Bon, c'est pas terrible, mais au moins ça résoudra ce problème-là. Maintenant sur notre élément, parfois il peut ne pas être défini. Donc je vais lui rajouter une petite condition, et là, j'ai le scroll top qui va être appliqué. Alors, je vais revenir sur mon navigateur, et je vais essayer de scroller. Si je sors mon inspecteur, au niveau de la console, on me dit ici que target is undefined. Ça veut dire que à cet endroit-là, les deux paramètres que je lui envoie sont undefined. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de this.getSection pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Effectivement, là, c'est un tableau, mais on voit qu'après, il me retourne le tableau vide. Ma condition en haut est faite de manière incorrecte. Donc, on va enlever la partie else. Voilà, parce que de toute façon, ça induisait un petit peu en erreur. Et là, on voit une chose particulière, c'est que les deux se mettent à scroller en simultané. Alors, on a quand même une erreur de typage qu'on va régler juste après, mais on a un problème de scroll. En fait, le souci vient du fait que quand on va avoir un élément qui va scroller, il va changer la valeur scroll top d'un autre élément. Ce qui fait que ça va déclencher le onScroll de l'autre élément, qui va déclencher le onScroll de l'autre élément, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faudrait avoir en fait une variable qui permet de savoir sur quel élément on est en train de scroller. Et dès qu'on marque une pause, qu'on arrête de scroller pendant un petit temps, automatiquement cette variable on la redéfinit à nul. Ce qui permet d'éviter d'avoir le onScroll qui se fasse déclencher pour un autre élément. Alors, premier truc que l'on veut corriger quand même, c'est ce thisSection, parce qu'on me dit parfois il peut être nul. Donc effectivement, ce truc-là peut parfois être nul. Et si c'est nul, tout ce comportement-là, il est inutile. Donc je vais faire un letSection égale this.getSection. Et après, je vais dire si section est égale à nul. Dans ce cas-là, je return. Bon, on ne sait jamais si le calcul ne s'est pas fait correctement. Et ça me permet d'éliminer du coup ce problème-là. Maintenant, comme je vous le disais, il faut savoir sur quel élément je suis en train de scroller. Donc on va faire une propriété privée qui va s'appeler scrollingSection. Et ça sera du coup une simple chaîne de caractères. Et par défaut, elle sera nulle. D'ailleurs, hop, si c'est nul ici, il faut que je change le type. Vivement qu'ils mettent un type nullable, un truc comme ça en TypeScript, ça serait vraiment pratique. Du coup, tout en bas, je vais lui dire, si le scrolling est nul, dans ce cas-là, je veux que tu définisses que la section qu'on est en train de scroller, c'est la section qui est égale à la source. Donc si je suis en train de scroller editor, je veux qu'il me définisse ça comme variable editor. Maintenant, autre condition, c'est si jamais on a le scrolling qui n'est pas nul, mais il est différent de la source, dans ce cas-là, tu return, c'est-à-dire que tu ne fais rien. Comme ça, maintenant, si je suis en train de scroller cette partie-là, je vois que la partie de gauche ne scrolle pas, mais par contre, si je scrolle la partie de gauche, la partie de droite scrolle.
Il me faut maintenant détecter quand est-ce que j'arrête de scroller. Donc je pourrais mettre un petit timer en disant au bout de 500 millisecondes, ben, dans ce cas-là, automatiquement, ben, tu redéfinis this scrolling section à nul. Mais le problème, c'est que ça va lancer 200 fois le timer. Donc il me faut utiliser la méthode debounce pour pouvoir débouncer, entre guillemets, ce timer-là. Donc je vais avoir besoin de Lodash. Donc je commence par importer Lodash. Donc npm install Lodash. Je ne sais pas s'il y a les fichiers de définition par défaut, donc on va les installer, comme ça au moins on est sûr. Ensuite, je vais l'importer tout en haut. Donc je fais un coup de import Lodash, alors juste debounce from Lodash. Et du coup maintenant, je vais pouvoir avoir une méthode qui va être aussi privée, qui va s'appeler reset scrolling. Donc cette méthode, elle prendra en paramètre rien du tout. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle fera un this.scrollingSection. Elle redéfinira ça à nul. Et cette méthode, elle doit être debouncée. Donc je ne sais pas si je peux la définir à la volée comme ça, on va tester. Donc je lui demande de debouncer avec un timer de 500. Et ensuite, j'appelle cette méthode-là lorsque j'ai fini de reporter mon scroll. Donc je sauvegarde. J'essaie de scroller à cet endroit-là. Je vois bien que la partie de droite scrolle convenablement. Donc si j'arrive jusqu'au titre Elasticsearch, ben, il me montre ça correctement. Et de la même façon, si je scrolle à droite, il scrolle à gauche. Donc les deux sont correctement liés l'un par rapport à l'autre. Alors c'est pas forcément flagrant ici, mais en plein écran, hop, si je retire ça, vous voyez qu'on a les sections à peu près au même niveau. Si ce n'est un petit détail, c'est que la partie recalcul de section doit se faire pas forcément que quand on a un changement de contenu, mais aussi quand on a un changement de full screen. Donc, parce que les éléments changent de taille. Donc dans le component didMount, il est ici, enfin didUpdate plutôt. Là, on rafraîchissait l'éditeur, mais on va lui dire aussi de redéfinir les sections à nul. Donc on va lui demander de redéfinir dans ce cas-là aussi. Voilà. On peut même ne faire ça que si l'éditeur est défini, mais ça a peu d'importance. Donc si je reviens et que je mets en plein écran, là cette fois-ci on voit bien que les titres sont affichés correctement. Et on doit aussi le faire si jamais la fenêtre est redimensionnée. Donc ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de redéfinir la section nulle tout le temps en fait, dès que le composant est mis à jour. Et détecter quand le composant est monté. Je crois qu'on n'en avait pas de méthode component didMount. Voilà, quand le composant est monté, on va lui demander de rajouter un listener sur la fenêtre qui sera un resize. Et lorsque tu resize, je veux que tu lances une fonction et cette fonction resettera la section et redéfinira la section à nul. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de la mettre en privé. Donc on va l'appeler resetSections avec un S. Cette méthode, elle fera un this.section égale nul. Ensuite, vu qu'elle sera appelée dans une component didMount, je lui donne le contexte. Donc ça sera comme ceci. Et je l'appelle comme ceci. Donc ça sera this.resetSections. Et ce qui est important, c'est de lui dire quand le composant se démontera, je veux que tu supprimes cet event listener parce que ça ne sert à rien de continuer à écouter le redimensionnement de la fenêtre une fois que ce texte area n'est plus là. Et là, on a maintenant ce système-là. Donc, c'est pas forcément flagrant ici. Je vais ouvrir peut-être une fenêtre de terminal. On va mettre ça en plein écran. Donc, j'essaie de scroller vers Kibana. Voilà, ou vers Elasticsearch. Et les deux sont synchronisés. Si je redimensionne ma fenêtre, hop, ça va reset les différents systèmes et ça continuera à mettre Elasticsearch au bon niveau. Et si je descends vers Logstash, c'est au bon niveau aussi. Donc, ça fonctionne correctement. L'avantage, c'est qu'automatiquement, ce reset section, si j'ai envie de le tester, hein, il me suffit simplement de mettre un console.log reset pour savoir quand est-ce qu'il reset. Je sors mon inspecteur, hop, je mets en plein écran, je sors ma console, il reset ici, je redimensionne un petit peu, il reset plusieurs fois, et bon, bah là, je ne peux pas vraiment tester le did unmount, mais quand je unmounterai, il retirera cet événement-là. Et là, on a fini avec cet éditeur Markdown en utilisant du TypeScript.
Donc comme vous le voyez, le TypeScript nous permet vraiment de typer les choses et de rajouter une sûreté au niveau du code que l'on écrit. Donc les seules erreurs qui nous restent à corriger en général, ce sont des erreurs de logique. Au niveau des types, en précisant correctement les types, on sait exactement à quoi s'attendre. Et il nous dit, dès qu'il y a une petite erreur au niveau de notre code, dès qu'il y a une variable qui n'a pas une valeur que lui il attend, il vous le dira. Donc si vous lui dites par exemple, typiquement, éditeur peut être nul, et que vous montez des composants qui ont besoin d'éditeurs, qui ont besoin que éditeur soit défini, lui il vous dira non mais là moi j'ai un problème, parfois éditeur peut être à nul et ça provoquera des erreurs. Donc l'avantage en utilisant le TypeScript, c'est que vous évitez ce genre d'erreur là. L'autre intérêt, c'est que ça permet aussi à des gens qui regardent votre code de mieux comprendre comment il fonctionne. Si quelqu'un, vous lui dites pour créer ton composant button, il faut simplement que tu hérites de la classe button component, il voit en un instant l'état du composant par défaut, mais aussi les propriétés qu'il prend. Et il pourra analyser l'éditeur pour connaître les méthodes qui sont disponibles. Donc ça offre vraiment un bon niveau de compréhension pour les personnes qui utiliseraient votre code. Donc ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'utiliser du TypeScript et d'utiliser Preact. Et si vous avez d'autres idées de petits modules que vous aimeriez bien voir écrits aussi en TypeScript, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!